Avez-vous déjà ressenti ça? Cette angoisse dévorante, ce cœur qui bat la chamade, cette anxiété qui vous noue l'estomac quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît vraiment, vraiment beaucoup? Soudain, tout votre univers émotionnel, autrefois un paysage vibrant et vaste, se rétrécit à la taille de l'écran de votre téléphone. Vous n'êtes plus qu'attente. L'attente de ce SMS. L'attente de ce signe qui prouve qu'il ressent la même chose. Et le silence, l'attente, c'est à en devenir folle. C'est une forme de torture. C'est une douleur si spécifique, si dévorante, qu'elle peut vous faire sentir désespéré, comme si vous perdiez la tête, et pire encore, comme si vous étiez en train de vous perdre vous-même. Dans ces moments-là, on n'a pas seulement l'impression de perdre notre pouvoir, on a l'impression de ne l'avoir jamais eu. Nous sommes toutes passées par là. Je suis passé par là. J'ai coaché des milliers de femmes qui sont passées par là. C'est ce moment où vous rencontrez un homme qui semble cocher toutes les cases. Il est charismatique, il est séduisant, il y a cette étincelle, cette alchimie que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Et en un instant, votre cerveau s'emballe. L'effet de halo se met en place. Vous commencez à projeter tout un avenir sur cette personne que vous connaissez à peine. Vous n'êtes plus simplement en train de faire connaissance avec un homme. Vous passez une audition pour un rôle dans un film que vous avez déjà écrit, réalisé et dont vous avez choisi le casting dans votre tête. Et lui, cet homme, est devenu la star. Le problème, c'est que lorsque nous faisons cela, nous lui remettons les clés de tout notre royaume émotionnel. Nous faisons de lui l'unique propriétaire de notre bonheur, de notre validation, de notre estime de soi. Son attention devient la monnaie d'échange contre notre tranquillité d'esprit. Et c'est là le piège. Nous pensons que le problème est qu'il nous plaît trop, que nous devons jouer l'indifférence, nous retenir, être moins nous-mêmes, mais le vrai problème, celui qui vous sabote vraiment, c'est que vous avez fait de lui votre unique source d'excitation, de désir, d'espoir pour l'avenir. Et quand quelqu'un est votre unique source, son absence crée un vide si immense qu'on a l'impression de pouvoir s'y effondrer. C'est ici que nous devons parler de ce que j'appelle la rareté émotionnelle. Et je veux que vous écoutiez très attentivement, car ce n'est pas ce que vous croyez. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas d'attendre 3 heures pour lui répondre. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé alors que vous êtes chez vous à regarder Friends pour la 10e fois. Jouer à des jeux est une tactique de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Il s'agit de pouvoir réel et fondamental. La rareté émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on feint. C'est quelque chose que l'on est. C'est le résultat naturel d'une vie si riche, si pleine, si émotionnellement diverse, que son attention, bien que bienvenue, n'est pas nécessaire à votre survie. Pensez à votre vie émotionnelle comme à un portefeuille d'investissement. La personne anxieuse et obsédée a placé toutes ses actions émotionnelles dans une seule et unique entreprise, lui en CI. Ainsi, quand ses actions montent, quand il vous envoie un SMS, quand il vous accorde de l'attention, vous vous sentez millionnaire. Mais quand ses actions chutent, quand il est distant ou occupé, tout votre portefeuille s'effondre. Vous êtes en faillite émotionnelle. C'est une façon de vivre terriblement volatile. La personne qui incarne la rareté émotionnelle, en revanche, a un portefeuille diversifié. Elle a des amitiés profondes et significatives qui lui apportent de la joie. Elle a des passions qui l'animent, que ce soit sa carrière, son art, un sport ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Elle a un lien fort avec sa famille, elle a des objectifs qui l'enthousiasment sincèrement, des objectifs qui n'ont rien à voir avec le fait de trouver un partenaire. Son portefeuille est robuste. Si une action baisse, cela ne la ruine pas. Elle a d'autres actifs qui performent à merveille. Je me souviens d'une amie, une femme incroyablement brillante et dynamique. Elle avait cette vie trépidante. Elle voyageait, elle avait un cercle d'amis formidable, elle excellait dans sa carrière, mais dès qu'elle rencontrait un homme qui lui plaisait, c'était comme si un trou noir apparaissait et aspirait toute la couleur de sa vie. Ses amis l'appelaient, et elle était distraite, vérifiant son téléphone. Son travail en pâtissait car elle se concentrait uniquement à disséquer son dernier message. Elle n'investissait plus dans son portefeuille, elle faisait simplement du day trading sur les actions de cet homme, et cela la rendait malheureuse. Elle était disponible pour lui à la moindre sollicitation, non pas parce qu'elle était une personne gentille et accommodante, mais parce que tout le reste dans sa vie était devenu gris en comparaison de la possibilité éclatante qu'il représentait. Et que se passe-t-il quand nous agissons ainsi ? Nous communiquons, de manière non verbale, que notre monde est petit. Nous communiquons qu'il est la chose la plus intéressante qui s'y trouve. Et même si cela peut flatter son ego un instant, ce n'est pas ce qui crée une attirance profonde et durable. Les hommes, comme tout le monde, sont attirés par un sentiment de découverte.
Ils sont attirés par un monde dont ils ont envie de faire partie. Ils ne sont pas attirés par le fait d'être la totalité du monde de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une découverte, c'est un fardeau. C'est trop de pression. Alors, comment cultiver cette véritable rareté émotionnelle? Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne, c'est une vie que l'on construit. Premièrement, vous devez devenir la PDG de votre propre bonheur. Cela signifie que vous planifiez et protégez activement les choses qui vous nourrissent. Je veux que vous pensiez à votre temps et à votre énergie comme à un parc national. C'est une ressource précieuse et magnifique. Vous ne laissez pas n'importe qui venir y installer une usine polluante. Vous avez des gardiens. Vous avez des standards. Votre cours de yoga hebdomadaire, votre randonnée du samedi matin avec votre meilleur ami, cette heure que vous passez chaque soir à lire un livre que vous aimez, ce ne sont pas des options. Ce ne sont pas des choses à annuler à la seconde où il vous envoie « tu fais quoi ?» Ce sont les piliers de votre bien-être émotionnel. Quand vous protégez ce temps, vous vous envoyez avant tout un message puissant à vous-même. Votre paix et votre joie ne sont pas négociables. Et quand il vous invite à sortir et que vous répondez « J'adorerais, mais mardi j'ai mon cours de poterie. Et si on se voyait mercredi ?» vous n'êtes pas en train de jouer la femme inaccessible. Vous êtes véritablement difficile à obtenir, parce que vous avez une vie que vous valorisez. La différence est profonde. Deuxièmement, vous devez recadrer son attention d'un trophée à une donnée. En ce moment, quand il vous envoie un SMS, vous le vivez comme une victoire. C'est une décharge de dopamine. C'est de la validation. Je veux que vous commenciez à voir les choses différemment. Son attention est simplement une information. C'est une donnée. Quand il prend contact, c'est un point de donnée. Quel est le contenu du message? Est-ce juste un salut à 23 heures ou est-ce une question réfléchie sur votre journée? C'est une donnée? À quelle fréquence prend-il contact? Est-ce un rythme régulier ou une rafale sporadique d'intérêt quand il s'ennuie ou se sent seul? C'est une donnée? Cherche-t-il à connaître la vraie vous ou essaie-t-il simplement de vous impressionner? Encore une donnée. Lorsque vous devenez une analyste de données au lieu d'une candidate pleine d'espoir, vous retirez la charge émotionnelle désespérée de l'interaction. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je lui plais ?», mais plutôt, sur la base de ces données, est-ce quelqu'un en qui je veux continuer à investir? Cela vous remet aux commandes. Troisièmement, vous devez créer un monde où il se sentira chanceux d'être invité. Imaginez que votre vie est un club privé exclusif. Il y a une super ambiance, une musique incroyable, des gens fascinants. C'est l'endroit où tout le monde veut être. Vous ne restez pas à la porte en suppliant les gens d'entrer. Vous êtes la curatrice. C'est vous qui décidez qui franchit la corde de velours. Un homme ne devrait pas obtenir un laissez-passer illimité pour vos pensées les plus profondes, vos sentiments les plus vulnérables et votre samedi soir, simplement parce qu'il est beau et a un sourire charmant. Il doit mériter sa place. Et comment fait-il cela? En montrant qu'il est une bonne personne, en étant constant, en faisant un véritable effort, en montrant qu'il valorise ce qu'il y a à l'intérieur de votre club, et pas seulement en essayant d'entrer pour les boissons gratuites. Quand j'ai commencé à fréquenter Audrey, l'une des choses les plus fascinantes chez elle était qu'elle avait cette vie magnifique et pleine, dont elle était sincèrement amoureuse bien avant mon arrivée. Elle avait son travail, qui la passionnait. Elle avait des amitiés incroyablement profondes. Elle avait ses propres routines, sa propre façon de faire les choses. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle avait besoin de moi pour être heureuse. J'ai senti qu'elle choisissait de me faire une place dans sa vie déjà heureuse. Et ça, pour moi, c'était le plus grand des compliments. Cela m'a aussi fait réaliser que ma place dans sa vie n'était pas acquise. Je devais être un plus positif. Je devais apporter quelque chose. Je devais mériter la place qu'elle me créait. Elle ne créait pas de rareté émotionnelle comme une tactique. Elle en était l'incarnation parce qu'elle avait fait le travail de construire une vie qu'elle aimait pour elle-même. L'astuce, si on peut l'appeler ainsi, n'est donc pas une astuce du tout. C'est le geste le plus authentique que vous puissiez faire. C'est de cesser de le voir, lui, comme le grand prix, et de commencer à voir votre propre vie comme le véritable trophée. Construisez une vie si intéressante, si épanouissante et si émotionnellement riche que l'attention d'un homme ne soit qu'une belle couleur dans une peinture déjà magnifique, et non la toile entière. Quand vous ferez cela, vous cesserez de vous inquiéter de le faire fuir, car vous saurez que la bonne personne ne sera pas effrayée par votre vie bien remplie. Elle en sera captivée. Elle voudra en faire partie. Et vous ne le verrez plus comme le trophée ultime. Vous vous verrez, vous et la vie que vous avez construite, comme le trophée. Et c'est lui qui sera chanceux s'il a l'opportunité de la partager avec vous.